Environ 2 kilomètres à l'est de la municipalité des Cèdres, en Montérégie, il y a une centrale hydroélectrique pas comme les autres. À sa mise en service en 1914, c'était la plus puissante installation hydroélectrique du Québec. 100 ans plus tard, elle occupe le 2e rang de l'ancienneté parmi les centrales qu'exploite Hydro-Québec. Pour découvrir l'esprit des lieux, laissez-vous raconter les petites et les grandes histoires de la centrale des Cèdres. On venait chercher mon père là, avec ma mère en auto. Là. Ma mère s'occupait de nous à la maison, puis on venait des fois chercher mon père au travail, puis on attendait le stationnement là, du côté de Saint-Timothée, mais on voyait bien la centrale. C'est resté, je pense, une image là, par le côté amont, là, toute la fenestration, le bâtiment, là, dans toute sa perspective. Là, ça a toujours, je pense, resté peut-être mon plus ancien souvenir. Les températures changeantes de la journée, tu les voyais parce que tu travaillais dans un endroit qui avait des vitrails, puis tu passais un nuage ou un coup de tonnerre, tu voyais tout... tu étais quasiment être dans la nature à l'intérieur de bâtiment que tu travaillais. Là. Les alternateurs aussi en forme de coupole, c'est super spécial. Là. Quand j'étais enfant, je trouvais que ça ressemblait à des soucoupes volantes. Là, puis je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai pas changé d'idée. C'est vraiment un bel endroit. J'aimais beaucoup le verre Vista des turbines. Puis verre Vista, oui, ça s'appelait verre Vista parce que j'avais acheté cette peinture-là pour peinturer, pour peindre quelque chose que j'avais. Puis ce verre Vista, je l'aimais, cette couleur-là. La première fois que j'ai rentré dans la centrale des Cèdres, c'était parce que je travaillais sur les barrages à Coteau et on était affiliés à la centrale des Cèdres, donc il fallait visiter. Je me souviens d'avoir vu dans les catacombes, ce qu'on appelle les catacombes au sol, les marques, les empreintes des lattes de bois imprégnées dans le béton parce que c'était tout formé en béton. J'avais été beaucoup impressionné en me disant « Oh, il y a eu du travail pour bâtir ça, puis ça fait longtemps que c'est bâti. » Ça faisait peut-être 2 ans que je travaillais à la centrale, puis on refaisait les systèmes d'eau de refroidissement de la centrale. Puis on parlait, on va prendre l'eau des anciennes turbinettes. C'était un petit raccoin qui était complètement fermé, bétonné. Puis juste découvrir qu'il y a tellement de petits raccoins qu'on trouve dans la centrale qu'on ne savait même pas qu'ils étaient là. Puis quand j'étais allée voir ça la première fois, c'était vraiment impressionnant à voir. Avec les ponts roulants, c'est assez impressionnant de voir des pièces bouger, surtout au moment qu'on fait une réflexion majeure, qu'on sort une pièce qui n'a pas été sortie depuis qu'elle a été installée dans la machine, c'est là 100 ans. Ça, c'est impressionnant de tout voir la centrale sur sa longueur là, avec les ponts roulants. C'est aussi la qualité de l'usinage dans le temps, comme les régulateurs de vitesse qui avaient été fabriqués au départ, ils étaient à l'eau, ils fonctionnaient à l'eau. Par la suite, ils ont été transformés pour fonctionner. C'est avec un système holo-pneumatique, un système air-huile en réalité. Puis, il y a eu des améliorations au cours des années, là, mais tu vois que c'est vraiment fait solide. Maintenant, on change les pièces comme le régulateur de vitesse. La dimension du régulateur de vitesse est peut-être 5 fois plus petit, qui fait le même travail. Sauf que c'est... dans le temps, tout était fait vraiment plus solide. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi que la centrale, 100 ans plus tard, elle fonctionne encore. La centrale des Cèdres a été construite avec les équipements les plus modernes de l'époque. Un exemple? C'était la première utilisation à grande échelle de groupes turbines alternateurs à axe vertical. À propos de turbines, à 72 tonnes, c'étaient les plus imposantes qui existaient en 1914. Et le chantier était tout aussi impressionnant. Près de 300 charpentiers et menuisiers ainsi que de nombreux spécialistes y travaillaient. Peu à peu, ils ont construit le barrage et les digues, puis à la fin de 1914, les 9 premiers groupes turbines alternateurs ont été mis en service. 10 ans plus tard, en 1924, la centrale a été agrandie et 9 autres groupes ont été installés. 100 ans plus tard, la centrale se dresse toujours aussi fièrement sur le fleuve Saint-Laurent. C'est une centrale qui est forte. Si on regarde encore aujourd'hui, elle est exactement pareille comme quand je suis commencé à travailler à Hydro à la fin des années 60. Là. Elle n'a pas changé.
Un petit clin d'œil que je fais, je dis, moi, je travaille dans le musée de la centrale des Cèdres, parce qu'on parle d'une centrale qui va avoir 100 ans. Donc, on a des équipements qui sont tout de même âgés, mais extrêmement bien bâtis, extrêmement forts. On a une centrale qui est tout de même en santé, mais qui a besoin, évidemment, d'avoir pas juste un coup d'esthétique, mais aussi une bonne mise au point. Dans les études, il y avait prévu à un moment donné démanteler la centrale, faire une centrale neuve ou faire une partie de centrale avec des groupes bulbes. Puis à ce moment-là, quand on était au groupe équipement, les études, nous autres, on est arrivés et on était dans une division de réfection de machines, de réfection majeure. Nous autres, on disait aux gens, nous autres, selon nous autres, ce qui est plus payant, c'est de les réfectionner puis de les remettre en marche. Puis finalement, avec toutes les études puis toutes les années, c'est ça qui a été fait. Moi, j'étais ingénieur en mécanique. On avait le contremaître des travaux majeurs. On avait un technicien puis un ingénieur qui était là aussi pour nous aider. Il y a des nouveaux qui sont rentrés, comme Maze, pour faire la partie électrique. Fait que ce qui a été surtout intéressant là-dedans, c'est de travailler avec tous ces jeunes-là qui, franchement, là, ils ont été impressionnants à vouloir essayer de tout découvrir, tout faire. Partie de la belle expérience que j'ai vécue, c'était avec les jeunes. Là. C'est comme mon père disait, lui, il était professeur. Il dit, moi, ce qui me garde jeune, c'est de travailler avec des jeunes. Mes 3 dernières années, ça a été ça. De refaire un groupe que ça fait 100 ans qui n'a pas été démonté, comme le groupe 14, ça, c'est impressionnant. C'est le fun parce que là, on fait une réflexion et on essaie de donner tous les efforts possibles pour qu'elle puisse fonctionner encore 100 ans. En essayant de trouver les petits défauts qui fait qu'on a eu des problèmes, puis en les réglant, si on a fait 100 ans, je figure qu'on devrait être bon pour en faire 2 fois plus, comme dirait le capitaine Bonhomme. La centrale des Cèdres, ce n'est pas qu'une centrale, justement. C'est aussi son poste. Maintenant, à l'extérieur, le poste se trouvait à l'origine dans le bâtiment voisin. La centrale des Cèdres est d'ailleurs la première installation construite en vue de l'exportation d'une partie de sa production. Si on s'éloigne un peu de la centrale, on découvre aussi ses nombreuses digues. Certaines sont en amont, d'autres en aval. Et ce n'est pas par hasard que tous ces ouvrages se retrouvent dans les environs. Pour mieux comprendre pourquoi, il faut retourner 200 ans en arrière dans l'histoire de la région. La seigneurie de Soulanges, où est située la centrale aujourd'hui, a été concédée en 1702 à Pierre-Jacques Joubert de Soulanges. Et c'est lui qui est devenu le seigneur de ce territoire-là qui a 15 km de long, le long du fleuve, et qui a à peu près 10 km de profondeur. Et lui-même, évidemment, il est décédé très rapidement. C'est son épouse, Marie-Anne Bécard de Granville, qui est devenue la seigneuresse de la région. Et les premiers habitants qui vont s'installer vers 1717, et graduellement par la suite, le seigneur va venir bâtir un manoir sur le terrain avec une grange, des étables, une écurie, une laiterie, etc. et un moulin banal pour que les gens viennent faire moudre leurs grains. Pourquoi ce moulin-là est situé au Cèdre, sur ce coteau-là? C'est parce que, évidemment, ils ont découvert justement la force de l'eau qu'il y avait à cette pointe-là, qui pouvait vraiment aider à alimenter le moulin. Aujourd'hui, si on regarde la centrale, la partie sud de la centrale elle-même, qui repose sur une petite île qui s'appelait l'île aux Renards, le moulin était situé là. Ce phénomène-là de pouvoir seigneurial, il va durer jusqu'en 1854, jusqu'à l'abolition du régime seigneurial. C'est dans ce contexte historique que la centrale des Cèdres verra le jour. Au début des années 1900, la Cedars Rapids Manufacturing and Power Company s'entend avec le seigneur de Beaujeu et ses partenaires pour faire l'acquisition du site de l'ancien moulin des Cèdres. L'entreprise veut y exploiter le plein potentiel hydroélectrique des Rapides. En 1911, pour financer son projet, la Cedars Rapids s'associe avec la Montreal Light Heat and Power Company et la Shawinigan Water and Power Company. Pendant la décennie suivante, le cœur du village des Cèdres bat au rythme de la construction du barrage et des installations hydroélectriques. Un siècle plus tard, l'histoire des Cèdres et de sa centrale continue de s'écrire avec une nouvelle génération de travailleurs.
Antérieurement, il n'y avait pas de passage, on ne voyait pas la centrale de la route vraiment. Maintenant, il y a l'autoroute 30 qui passe en avant, puis les gens sont surpris de savoir que c'est là que tu travailles. De l'extérieur, la centrale est pas esthétiquement belle parce qu'elle est toute en béton comparativement aux autres centrales qui sont en briques. Mais c'est quand on rentre en dedans que l'ambiance puis le fait les gens fait que la centrale est vraiment plus belle qu'ailleurs. Le milieu étant pas nécessairement énorme, on parle à peu près d'une 50aine de travailleurs et travailleuses, donc ça l'amène un milieu peut-être plus humain, plus rassembleur. Donc au niveau implication, au niveau de la centrale des Cèdres, mettons que on n'a pas à rougir de notre lien d'appartenance et de notre sentiment de fierté. En 1968, quand je suis rentré à la centrale des Cèdres, il y avait une équipe mécanique, une équipe électrique, une équipe maintenance générale, puis l'équipe d'opération de la centrale. On devait être à peu près une quarantaine de personnes, 35-40 personnes. Il y avait eu un transformateur ici, je pense qu'il était à l'intérieur, mes souvenirs sont bons, et qui avait brisé comme un vendredi. Et puis, on voulait faire venir des gens de Bois-Armand ou de Montréal, je me souviens pas exactement, pour faire ce job-là. Puis justement, c'était Pierre Baron qui était un peu notre leader de l'équipe électrique. Il avait dit à Albert, mais on est capable de faire ce job-là, nous autres. Mais là, on est capable de faire ce job-là, vous allez être moins productifs que les autres. Puis on avait accepté de le faire à temps simple, justement, le samedi, de réparer cet équipement-là, qu'on avait réparé, puis qu'on avait mis sous tension. On avait remis sous tension le soir, tard le soir. Puis on était tous contents d'avoir fait la job, puis de l'avoir fait tout seul. On était fiers de ce qu'on était à Centrale des Cèdres. On n'acceptait pas nécessairement que les gens viennent d'ailleurs. Quand on dit que la Centrale des Cèdres est particulière, on n'exagère pas. Son revêtement extérieur est fait de béton préfabriqué, ce qui représentait à l'époque un mode de construction tout nouveau, breveté en 1912 par la Unit Construction Company. C'est d'ailleurs cette entreprise qui s'est chargée de la fabrication des bâtiments. Mais au-delà du béton, la matière première qui maintient la centrale debout au fil du temps, c'est l'engagement. Un engagement envers les bâtiments, c'est certain. Ce n'est pas pour rien qu'on effectue la vidange des bassins chaque automne. On protège le barrage et les digues de la centrale contre les glaces et les embâcles de l'hiver. On baisse le niveau de l'eau en douceur pour que les poissons puissent descendre jusqu'au lac Saint-Louis. Sous la supervision de spécialistes en environnement, des biologistes et des techniciens déplacent les poissons retenus dans les fosses vers des milieux qui leur sont propices. C'est donc un engagement envers l'environnement aussi. À bien y penser, c'est l'engagement de nos employés qui nous tient. Une grande fierté parce qu'on fait quand même des belles choses avec du monde super compétent, puis c'est une énergie qui est propre. Je veux dire, on travaille dans quelque chose dont on peut être super fier, puis tu sais, qu'un père laisse un peu ça à son fils, bien, c'est bien la preuve que c'est quelque chose de durable, puis qui aide les gens à justement avoir une qualité de vie super. C'est inspirant pour nous de continuer là-dedans. Autant au niveau du public qu'à Hydro, elle passe comme inaperçue, cette centrale-là. Mais elle est là. Elle est fonctionnelle, elle est opérationnelle. Puis j'aime entendre dire qu'on est en train de faire des réfections dedans, parce qu'on veut la garder. Ils veulent expérimenter des choses ici pour les transposer ailleurs dans l'entreprise après. C'est intéressant qu'on garde cette centrale-là opérationnelle. C'est une centrale que 100 ans, c'est sûr qu'il y a toujours des projets. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour régler des problèmes, on prépare des devis, on fait des plans. Alors, c'est vraiment, il y a toujours quelque chose de différent qu'on fait. À un moment donné, je m'étais dit, je vais voir ailleurs, puis j'ai vu ailleurs pendant un mois de temps pour dire qu'il y a rien de plus beau que la Centrale des Cèdres. La Centrale des Cèdres, c'est l'expression des connaissances et des techniques au début du siècle dernier et de leur évolution jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi le témoignage d'une période charnière du développement de l'hydroélectricité. Et c'est surtout une manifestation de notre volonté et de notre capacité de garder notre patrimoine vivant. Ensemble, rendons l'avenir de la Centrale des Cèdres aussi riche que son passé.